Christian Arbulot, bonjour. Bonjour. On parle beaucoup de guerre de l'information comme si ce concept allait de soi. Mais finalement, c'est quoi la guerre de l'information? Et ne devrait-on pas d'ailleurs plutôt parler au pluriel des guerres de l'information? Alors, si je dois donner une définition, j'ai presque envie de dire contemporaine, actuelle de la guerre de l'information, je précise par le contenu, et c'est bien de ça, je crois qu'on va parler ensemble pendant un certain nombre de séquences, c'est l'usage offensif et défensif de la connaissance et de l'information. Alors, c'est une définition qui peut paraître simple, mais en fait qui me semble assez éclairante par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui. Dans la mesure où aujourd'hui, en 2021, la guerre de l'information, pour moi, ça recoupe plusieurs dimensions de mise en œuvre. Si je devais les citer, je dirais la dimension politico-militaire, la dimension économique, la dimension sociétale. Et ces trois dimensions-là, pour moi, recouvrent des situations très différentes. Alors, évidemment, pour rebondir sur votre remarque sur est-ce qu'il n'y a pas des guerres de l'information, en fait, je dirais qu'il faudrait d'abord en tracer l'histoire de cette notion. Tracer l'histoire de la guerre de l'information, c'est bien comprendre deux versants d'un même sujet. Il y a le versant du faible et il y a le versant du fort. Alors ça peut paraître caricatural, mais en fait, je pense que c'est très important de distinguer ces deux versants. Le versant du faible, pour moi, si je devais l'illustrer rapidement, en un cheminement flash sur le plan historique, je rappellerai les révoltes sociales du 19e siècle qui font ressortir ce qu'on a appelé l'action par le fait symbolique. On est dans les corons du Nord, les mineurs n'ont pas de volets à leurs fenêtres, les contremaîtres en ont, acte de protestation, acte de révolte, et d'une certaine manière déjà militantisme agressif qui vise à obtenir ces fameux volets pour combler cette injustice sociale, et on est déjà dans les prémices de la guerre de l'information. Début du XXe siècle, la révolution politique en Russie qui débouche donc sur un nouveau régime, et là on voit apparaître une dimension très liée à cette révolution, le fameux mot agite-propre, c'est-à-dire comment dans un cadre de renversement de régime, au cœur même d'une guerre civile, se développe toute une démarche où on va systématiquement utiliser le tract, l'affiche, la prise de parole pour mettre en avant les bienfaits d'une cause, et aussi, bien entendu, on voit apparaître la guerre de slogans, rappelons-nous, la terre aux paysans, la paix maintenant, le slogan bolchevique, alors qu'en face, les Blancs ne proposaient finalement qu'une recherche de nouvelle constitution. Et puis si on continue à dérouler le temps historique, on passe entre les deux guerres, là on voit toujours du côté du faible une démarche très très innovante, celle du Comintern, la Troisième Internationale, et c'est à travers cette démarche que va se développer toute une multitude d'actions de guerre par l'information, notamment à travers ce fameux militantisme subversif mondialisé, peut-être la première forme d'organisation dans l'histoire de l'humanité qui a pris autant d'importance par ses actions justement diverses et variées dans le domaine de la guerre d'information. Et puis on continue à avancer dans le temps, et là on est sur la lutte antifasciste qui est un élément non négligeable de la période qui précède la Seconde Guerre mondiale, avec le combat pour la liberté des idées, avec l'apparition de nouveaux acteurs. En fait, on n'a plus seulement des fractions de la population en révolte, des intellectuels révoltés, des militants professionnels défendant la cause du communisme. On voit apparaître des intellectuels, des artistes, des écrivains, bref, l'intelligentsia qui s'implique dans ce phénomène. Et puis si on continue à avancer vers nous, vers la période actuelle, on en arrivera bien entendu à la lutte anti-impérialiste qui chevauche cette période pour aller jusqu'à la période de décolonisation. Là, c'est le combat
contre l'oppression des puissants. Et dans cette lutte anticolonialiste, on monte d'un cran dans cette dimension de guerre de l'information par le contenu, dans la mesure où ce sont des partis politiques, celui du Viet Minh par exemple en Indochine, qui articuleront toute une démarche très offensive et défensive de guerre de l'information pour lutter contre la France, en l'occurrence à l'époque, et puis ensuite contre les États-Unis d'Amérique. Donc cette fameuse lutte anticolonialiste qui se répercutera aux quatre coins de la planète, elle s'articulera bien entendu autour du combat pour l'indépendance, mais on a derrière ça toute une production de connaissances, toute une production d'informations qui sous-tend ce combat pour l'indépendance. Et on en déduit de toutes ces expériences, bien sûr, énormément de pratiques, de méthodes diverses et variées qui alimentent la montée en puissance de la connaissance du faible à travers l'histoire du XXe siècle. Pour en arriver, après la Seconde Guerre mondiale, notamment, à des campagnes de très très grande ampleur, orchestrées notamment par le monde soviétique, je pense à la lutte pour la paix dans le monde, qui implique la dénonciation des dangers de l'arme atomique notamment, mais surtout qui implique tout un tas d'acteurs qui vont des partis communistes jusqu'aux organisations de masse liées aux partis communistes, aux syndicats, et puis si on s'éloigne des cercles concentriques, on en arrive très vite à des associations de 1900 en France ou à beaucoup d'acteurs de la société civile de l'époque. On ne l'appelait pas d'ailleurs encore comme ça, cette société civile. Mais bref, ça, à travers le monde, ça s'est chiffré, notamment à travers des signatures de pétitions. Je crois que ça tournait autour de 200 millions à l'époque, ce qui est énorme. Et ça donne une idée de l'articulation de cette guerre du faible qui s'entrecroise avec des intérêts de puissance, et notamment l'Union soviétique ou ses alliés. Et on le revoit bien à travers la guerre du Vietnam, où cette guerre du Vietnam a le grand mérite d'institutionnaliser, en fait, dans le langage militaire, un nouveau centre de gravité, comme le disent les militaires, et celui-là, il est informationnel. Et c'est vrai que la grande force du Viet Cong et du Nord-Vietnam, qui s'est révélée lors de l'offensive du Tet, durant la guerre du Vietnam, c'est que le centre de gravité informationnel était prépondérant par rapport au centre de gravité militaire. C'est du moins le constat qu'en a fait un général américain après coup, en activité, qui dirigeait un peu le centre d'histoire militaire américaine et qui remarquait qu'effectivement une des grosses erreurs commises par le commandement militaire américain durant la guerre du Vietnam, c'est d'avoir choisi un mauvais centre de gravité, de privilégier davantage le militaire que l'informationnel. Et puis, si on se rapproche encore un peu plus de notre période, on ne peut pas faire abstraction, par exemple, de la lutte contre les euromissiles en Allemagne, à l'époque des fameux SS-20, et la manière dont est apparu un mouvement dans la société civile, au début très groupusculaire, très manipulé par les services de l'Est, de KGB en particulier, et les services de la Stasi en RDA, en Allemagne de l'Est. Et là, on voit la naissance d'un mouvement antinucléaire, c'est-à-dire qu'on voit se cristalliser dans le camp du faible une démarche très fortement ancré dans la société civile, parce qu'à ce moment-là, ça commençait déjà à s'appeler ainsi. Donc si je reviens sur cette progression historique, on est parti de fractions de population en révolte pour en arriver à des partis révolutionnaires qui voulaient prendre le pouvoir, puis ensuite une dimension tout à fait nouvelle, on pourrait dire, hors champ national, puisque la Troisième Internationale couvrait une partie du monde, avec des cultures très intéressantes, et pas liées forcément à l'histoire de pays spécifiques, mais des cultures qui pouvaient déboucher sur des méthodologies très transversales. Et ensuite, on voit petit à petit le faible monter en puissance dans la professionnalisation de cette guerre, notamment lors des guerres coloniales, pour en arriver à la fin à une expression encore plus ancrée dans le temps de paix. Et là, je pense vraiment
aux 30 dernières années, où le faible va accentuer sa professionnalisation à travers les combats de la société civile, et ces combats de la société civile n'ont cessé de se diversifier. Christian Rebello, à vous entendre, on comprend bien toute l'importance de ce versant du faible, qui va très loin, puisque vous partez du 19e siècle et bien sûr, on a suivi ces différentes révolutions sociales, communistes et autres. Et pourtant, on a l'impression aujourd'hui que tout est vu du côté du fort et que finalement la guerre de l'information, soit elle remonte à Sun Tzu, et là on est un peu dans le folklore et dans l'histoire très ancienne, soit finalement elle est surtout le fait de l'Empire américain. Qu'en pensez-vous? Qu'en est-il du versant du fort? D'abord, il n'a pas la même histoire. Si je dois repartir un peu de la fin du 19e et du 20e, cette guerre de l'information du fort, on l'a vu naître pratiquement en Afrique du Sud, quand les Britanniques se sont affrontés aux Boers, aux populations blanches qui s'opposaient en fait à la domination de l'Empire britannique sur leur propre destinée et sur leur territoire. C'est la première fois que la presse rend compte de la guerre et de ses effets collatéraux, notamment, rappelons-nous, la manière dont les Britanniques ont créé des camps de regroupement de population, femmes et enfants notamment, pour assécher les lieux de vie et la logistique des Boers. Et ça a déclenché tout un tas de débats, tout un tas de polémiques, tout un tas d'affrontements où on voyait bien naître à ce moment-là le pouvoir de l'information, et par la suite que ça pouvait déclencher comme destruction de mythes, notamment le mythe de l'Empire victorien et les ondes de choc qui ont traversé l'histoire de la Grande-Bretagne à ce moment-là, puisque on ne pouvait plus voir le combat de l'Empire britannique comme un combat sans faille. Au contraire, c'était un peu l'inverse qui était en train de se produire. Moi, je me souviens, j'avais eu ce témoignage d'un officier britannique quand j'enseignais au Collège intermédiaire de défense. Je l'avais fait travailler justement sur la Grande-Bretagne et l'évolution de la puissance britannique durant son histoire, et il avait fortement insisté sur l'importance de la remise en cause du mythe de l'Empire suite à cette fracture qui est intervenue, fracture informationnelle, au moment de cette guerre des bourses. Et puis si on revient vers la période actuelle, rapidement, je ne peux pas ignorer tout ce qu'a été la démarche anticommuniste et le combat idéologique des forces libérales généré par cette démarche anticommuniste, la défense des empires coloniaux. Et cette défense des empires coloniaux, elle fait apparaître, comme vous le disiez tout à l'heure, au moins deux types de guerres. Une guerre qui est au départ très politique, on pourrait même dire justement idéologique, et puis ensuite une guerre où le politico-militaire va reprendre ses droits, et on va parler de guerre psychologique, la manière de faire de la contre-guérilla, la manière de lutter contre des forces subversives sur le terrain. Et puis, il est évident que ces affrontements vont eux aussi, du côté du fort, se déplacer et ne pas concerner uniquement, je dirais, la vie politique ou le monde militaire. On va avoir aussi une dimension qui est dans le combat des idées, mais j'ai presque envie de dire une dimension systémique dans le combat du fort. C'est-à-dire que lorsqu'on va parler, par exemple, de lutter contre ce cadre terriblement efficace de réflexion qui a été créé entre les deux guerres avec ce nom de progressisme, le fort n'a trouvé la parade finalement que à la fin des années 40 pour équilibrer l'aspect pénétrant du progressisme dans la société occidentale et l'affaiblissement en fait des défenses du fort. Le fort a trouvé un autre terme qui s'est appelé la dissidence. C'est justement cette apparition de la dissidence au sein même du camp de l'ennemi, au sein du camp soviétique, avec des logiques d'attaque informationnelle qui portaient non plus sur des problèmes de nature idéologique ou des problèmes de nature militaire ou même des problèmes de nature politique. C'était pour la liberté de la culture, c'était pour essayer d'aller chercher l'ennemi sur des terrains que jusque-là, le fort avait laissé de côté, on peut dire. Et avec un certain succès, puisque ça a donné lieu
à une campagne qui a quand même duré de 47 à 74, très bien racontée par Madame Saunders, la Britannique, dans son ouvrage Qui mène la danse, la guerre culturelle de la CIA, et on peut dire aussi du SIS britannique d'ailleurs au passage. Et c'est évident que cette évolution, disons, de la culture du fort, elle continue à évoluer dans le temps, dans la mesure où le combat pour la démocratie, qui a donné lieu dans une période plus récente aux révolutions colorées notamment, où dans ce combat pour la démocratie apparaît une forme d'instrumentalisation de la société civile qui est particulièrement, non pas nouvelle, mais intéressante quand c'est le fort qui est à la manœuvre, avec comme point d'appui essentiel l'usage systématique de la question humanitaire, tous ces angles. Et enfin, pour en arriver éventuellement aussi au-delà de la société civile, à des logiques de déconstruction. Et là, c'est pas le faible qui déconstruit, c'est le fort qui déconstruit. Et ce fort déconstruit, par exemple, les souverainismes par des démarches du type Open Society de Soros, tels qu'on les connaît, etc., etc. Donc, ces deux versants, pour moi, c'est ces deux cheminements historiques qu'il faut distinguer, où on va voir apparaître des théoriciens de nature fondamentalement différente. Mais ce que je tiens à noter, c'est que si je reprends les personnes qui étudient cette guerre de l'information, en fait, la plupart se concentrent principalement soit sur la dénonciation de ce que le faible a fait, sans du tout prendre en compte ce que le faible a inventé et a professionnalisé comme méthode notamment, soit lorsque ils abordent la culture du fort, il y a, je pense, une certaine omission dans beaucoup de ces registres, parce que le fort ne cherche pas à étaler au grand jour éventuellement son art de la guerre de l'information par le contenu. Là, on est plus dans une culture dissimulée, alors que le faible, on peut dire qu'il n'a pas tellement le choix, puisque c'est celle qu'il révèle au grand jour systématiquement, et depuis, on peut dire qu'il a commencé à s'organiser sérieusement, c'est-à-dire depuis à peu près 2 siècles. Donc voilà les deux versants sur lesquels on devrait travailler, sachant, si je devais faire encore 3 pas en arrière par rapport à tout ça, je constaterais qu'un des problèmes majeurs dans cette guerre de l'information par le contenu, c'est qu'il est beaucoup plus facile d'être faible que fort, que la question de la légitimité revient sans cesse et de plus en plus. Et vous savez très bien qu'aujourd'hui, on sera sans doute amené à en reparler dans un des épisodes de ces 50 ans de guerre de l'information, c'est qu'il est plus facile de défendre, pour prendre cette image, la veuve et l'orphelin, que de défendre un intérêt national, que de défendre l'intérêt d'une entreprise, ou que de défendre même une cause liée à l'identité d'une culture, ou que sais-je. À partir des deux versants que vous venez de nous tracer, on voit bien aujourd'hui le monde dans lequel on vit, entre les luttes subversives, les luttes sociales, les luttes politiques, ou comment les forts utilisent la guerre de l'information. On voit bien derrière ce que vous avez tracé la manière dont le libéralisme, le néolibéralisme va faire de la guerre de l'information. On voit bien aussi comment des groupes faibles, entre guillemets, les Black Blocs, des résistants, des lanceurs d'alerte vont finir par retourner le rapport de force en leur avantage dans un rapport du faible au fort. Est-ce que finalement, toute l'analyse que vous faites, Christian Arbulot, est-ce que tous les éléments historiques sur lesquels vous appuyez aujourd'hui ne retrouvent pas une nouvelle légitimité ? Vous avez donc expliqué que le fort restait dans la dénonciation du faible. Et est-ce qu'aujourd'hui, on n'assiste pas à un renversement, puisque le faible d'hier, notamment la Chine, est en train de devenir le fort ? Et est-ce que pour la première fois, le fort ne va pas utiliser finalement une culture subversive et une connaissance de la guerre de l'information qui était initialement basée sur un rapport du faible au fort ? Il y a un renversement de situation, c'est incontestable. Ce qui est intéressant, c'est de voir effectivement les attitudes des uns et des autres. On voit bien que du côté des États-Unis, c'est très compliqué pour les États-Unis de récupérer une culture du faible. Ils l'ont fait
après avoir subi, je dirais, un certain nombre de revers, et je signalais la guerre du Vietnam précédemment, qui leur a coûté très cher, dont on a vu encore les séquelles lors de l'élection de Trump dans la division d'une partie de la société américaine d'ailleurs. Mais quand ils ont cherché à s'inspirer de la culture du faible, et on reviendra sûrement sur ces épisodes par la suite, ça a été d'abord suite à Solidarnosc, Lech Walesa, donc le mouvement Solidarité en Pologne, qui remet en question une démocratie populaire par une révolte populaire, donc les fameux dockers des chantiers de Gdansk, et qui permet aux Américains de comprendre et d'exploiter, bien sûr, par la suite, de manière beaucoup plus opérationnelle qu'ils ne le faisaient auparavant, les failles d'un système qu'ils combattaient jusqu'alors, juste dans la dénonciation. Là, ils vont plus loin parce qu'ils profitent d'une révolte interne dans le système adverse pour l'appuyer sans chercher à en dénaturer la cause. C'est-à-dire, en fait, ils laissent agir les dockers à Gdansk qui réclament une liberté syndicale, qui continuent à se revendiquer d'une certaine forme de socialisme. Et la seule parade qui va être trouvée par le modèle soviétique à l'époque, et son représentant en Pologne, c'est un coup d'État militaire, parce qu'on ne pouvait plus faire intervenir les troupes de Varsovie après ce qui s'était passé en Hongrie, puis en Tchécoslovaquie. Et voir dans quelques épisodes, comme en Allemagne de l'Est, avant la Hongrie, où la répression avec la police armée, voire par la suite avec des troupes, a été quand même assez violente et n'était pas un très bon message envoyé à l'ensemble du monde en termes d'image du système socialiste. Mais justement, là, si je reviens sur Solidarnosc, les Américains laissent faire, ne cherchent pas à faire dire aux dockers de Solidarnosc « Vive la démocratie américaine et on veut la liberté », comme aux États-Unis. Non, ils laissent ce syndicat ronger de l'intérieur le système en exploitant ses contradictions. C'est-à-dire, on veut plus de liberté en restant socialiste. Et ils ont compris que c'était finalement plus malin de jouer sur ce registre que d'essayer de faire, disons, passer coûte que coûte un discours de remplacement qui est celui du système adverse. Ensuite, de cette matrice, on pourrait l'appeler ainsi, issue de l'expérience Solidarnosc, on va en tirer, et je crois un jour des chercheurs qui ont accès à suffisamment de documents pourront peut-être faire ce travail beaucoup plus précisément que moi ou d'autres, mais le modèle des révolutions colorées, c'est-à-dire le fameux monsieur Sharp qui écrit toute une doctrine pour se libérer du joug des puissances des États totalitaires ou dictatoriaux, enfin là où on empêche le citoyen d'être libre, pour faire simple. La matrice des révolutions colorées, c'est vraiment quelque chose qui est une guerre de l'information par le contenu, qui peut être au début tout à fait groupusculaire d'ailleurs, aidé par des moyens relativement limités, mais qui va jouer sur les rebonds dans les effets de résonance. Et si effectivement cette révolution est bien conçue à l'origine en partant des contradictions internes du pays visé, elle peut avoir ponctuellement, voire même parfois dans certains cas durablement, un certain succès. Donc là, de nouveau, le fort s'inspire du faible, mais pour en revenir toujours in fine à son discours dominant qui est « nous voulons imposer la démocratie ». On ne dit pas « on veut imposer le capitalisme par rapport au communisme », on dit « on veut imposer la démocratie pour défendre la liberté par rapport à ceux qui l'oppriment ». Et en fait, la grande difficulté, c'est que le résultat, quand on fait le total des révolutions colorées, par exemple, et on voit que ce n'est pas forcément des victoires, et surtout on voit que les échecs patents de l'incapacité d'imposer la démocratie dans des pays dits dictatoriaux, ou dans des pays ingouvernables, comme l'Afghanistan, dictatoriaux comme la Syrie, ou comme l'était l'Irak sous Saddam Hussein, présenté comme tel en tout cas, on voit bien que le fort là a atteint une certaine limite dans ses capacités de réussite en guerre de l'information par le contenu. D'où le renversement qui est en train de s'opérer d'ailleurs, puisque ce renversement, il n'est pas simplement le résultat de l'effort titanesque que la Chine a accompli
pour se hisser à la hauteur des économies compétitives et tenter même de les dépasser, ou comme pour la Russie à la sortie du mandat d'Helsinki pour reconstruire le complexe militaro-industriel, par exemple, on voit bien que le problème aujourd'hui, c'est que les États-Unis n'arrivent plus réellement à imposer leurs paroles, quels que soient les moyens qu'ils utilisent, notamment dans le domaine de la guerre d'information par le contenu. Alors que les pays comme la Chine ou la Russie, de manière totalement différente d'ailleurs, pour la Russie avec Russia Today, avec des nouveaux médias, mais pas simplement, avec aussi des démarches assez subtiles, je pense notamment à l'Afrique, où la Russie est en train de bousculer la France sur ses positions en jouant de nouveau sur les vieux ressorts de l'anticolonialisme réactivé dans la période actuelle. On voit bien, et pour ce qui est de la Chine, sur le cynisme, rappelez-vous le président chinois à Davos qui se portait garant de la libre concurrence et des principes fondateurs du capitalisme, on peut dire. Là, on voit bien qu'il y a effectivement des logiques de renversement de valeur. Il y a des logiques aussi d'exploitation des failles d'un système qui, même s'il reste très puissant, a atteint beaucoup de limites. Et c'est vrai que j'écoutais ce matin sur France Culture, puisqu'on est le jour anniversaire du déclenchement de la guerre civile en Syrie, 2 commentateurs très anti-régime Assad, mais en les écoutant attentivement, j'avais en même temps le son de toute la défaite occidentale, finalement. C'est-à-dire que ces 2 commentateurs, qui ne cessaient de montrer du doigt les crimes commis par le régime Assad jusqu'à l'utilisation de l'arme chimique, etc., là où il y avait une dissonance totale, c'est que le résultat, c'est que ces incriminations-là ne débouchaient que sur le résultat inverse. C'est-à-dire qu'il y a bien eu dans cette zone une défaite fondamentale du monde occidental, que ce soit les États-Unis ou leurs alliés. Il y a bien eu dans cette zone l'incapacité du monde occidental à faire passer son discours, mais aussi ses logiques d'influence, et j'irai même plus loin, même ces opérations de guerre par l'information qui ont sombré dans la confusion totale à partir du moment où les États-Unis n'ont pas hésité. Je me souviens d'un général américain qui a dit, alors qu'il était en activité, il faudrait recruter d'anciens djihadistes d'Al-Qaïda pour combattre Assad. À partir du moment où on dit des choses pareilles, on tombe dans le piège qu'on a tendu, c'est-à-dire on entre dans c'est même pas le n'importe quoi, mais c'est dans la confusion la plus totale au niveau de la légitimité qu'on voudrait défendre. On ne défend pas la démocratie en utilisant des djihadistes d'Al-Qaïda. C'est terminé. Quand on a dit ça, on est échec et mat en guerre de l'information par le contenu. Et c'est la même chose que ce que j'entendais sur France Culture ce matin, où l'une des 2 personnes, c'est une femme en l'occurrence, quand le journaliste ose, par esprit d'ouverture, justement, lui poser la question, mais la violence de Daesh, que c'est pas non plus aussi une violence aussi terrible que celle d'Assad, et cette femme répond, oui, mais la violence entraîne la violence. Alors quand on dit ça, on peut dire que s'il y a le nazisme, on va faire la même chose, puisque la violence entraîne la violence. Donc c'est là où on est de nouveau en échec et mat, c'est-à-dire que le renversement auquel vous faisiez allusion tout à l'heure, je le sens, moi, vraiment à travers l'effondrement des légitimités dans les discours du fort et l'incapacité rhétorique à reprendre l'initiative. Et ces éléments-là le démontrent, en quelque sorte. Merci. Ce sera une conclusion, somme toute provisoire, et nous nous retrouverons donc très prochainement pour aller un peu plus loin dans l'histoire des 50 ans de la guerre de l'information et notamment votre histoire personnelle.